Salut, c'est Alexis, vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, je vous emmène à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui font l'actualité de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, je reçois Guillaume Blanquet, qui est consultant Airtable et Integromat, qui va nous parler de l'association Connexio, avec laquelle il a travaillé et l'accompagne dans leur transformation numérique. Une très bonne suite à l'épisode précédent avec l'agence Fantastic Bazar. Allez, c'est parti. Salut Guillaume, bienvenue sur le podcast de Contournement. Alors tu es consultant Airtable et Integromat et t'accompagnes notamment un très beau projet qui s'appelle Connexio, qui est une association, un organisme de formation qui forme aux compétences numériques pour favoriser l'inclusion socio-professionnelle. Donc voilà, tu les as beaucoup aidés dans leur transformation numérique, un vaste sujet qui fait un peu écho d'ailleurs, même beaucoup écho à l'épisode précédent qui a porté sur le sujet mais de manière un petit peu plus globale avec l'agence Fantastic Bazar. Et du coup là ça va être l'occasion de faire une plongée un peu plus en profondeur dans un cas très concret de passage à l'échelle d'un acteur de l'économie sociale et solidaire, et puis de voir quel va être l'impact, vraiment quel a été plutôt l'impact des outils no-code là-dedans. Voilà, un beau programme. Pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ouais, salut Alex, déjà merci pour l'invitation. Alors effectivement, moi c'est Guillaume Blanquet, je suis freelance consultant no-code, surtout sur Airtable, Integromat. Euh, j'ai pas du tout un background en tout cas scolaire dans l'IT. J'ai fait une licence de management, une première année de master en finance d'entreprise. Et ça me plaisait pas plus que ça. Je me suis orienté en master 2 vers l'économie appliquée aux pays en développement, pour faire bref. Et suite à cette deuxième année de master, j'ai fait mon stage dans un groupe français de microfinance. Sans trop rentrer dans les détails, c'est du voilà, c'est de la banque, mais dans les pays en développement, appliqué à des petites institutions qui font du microcrédit pour ceux qui n'ont pas accès aux banques traditionnelles. Donc voilà, c'était basé en France, mais avec des activités que à l'étranger. Et donc j'étais censé travailler sur les ops, les fameuses opérations. Et en fait, j'ai intégré mon stage, il y avait un projet de changement de système d'information. Donc en gros le système bancaire, le gros logiciel qui était utilisé dans les institutions, euh, qui était devenu archaïque, et il fallait remplacer par quelque chose d'un peu plus moderne et plus souple. Et donc voilà, je suis tombé malgré moi dans un projet IT, et voilà, et mon premier job ça a été de faire des process flows, de parler à tous les utilisateurs, à toutes les équipes sur le terrain pour comprendre exactement ce qu'ils faisaient, dans quel ordre, quels documents, quelles données, etc., etc. Et voilà, donc malgré moi, je suis tombé là-dedans, et en fait, ça m'a plutôt plu. Donc j'ai fait mon stage. Finalement, j'ai été embauché pour justement travailler dans une filiale ensuite en Afrique qui allait implémenter le logiciel, parce que c'était par étapes. C'était d'abord une filiale, après l'autre. Donc j'avais travaillé pendant mon stage sur une, et après finalement j'ai intégré l'autre. Voilà, j'ai aussi travaillé sur des choses beaucoup plus opérationnelles, mais ce projet est arrivé, et donc voilà, je me suis retrouvé sur place à gérer l'implémentation d'un logiciel de gestion bancaire. Il y avait 4 agences bancaires, et il y avait, je sais pas, 150 personnes, je pense. Voilà, et ensuite je suis passé de l'autre côté. Donc là, on a implémenté une solution qui était, c'est un peu l'équivalent de Salesforce, quoi, mais pour les banques. Donc voilà, il y a une solution de base, et après il y avait des développements qui étaient faits par-dessus. Donc il fallait faire le lien entre les besoins métiers et les développeurs pour avoir une solution qui correspond à nos besoins. Et donc beaucoup de project management, et un peu de product owner, quoi, même si j'avais pas le titre forcément. Et ensuite je suis passé de l'autre côté. J'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Aurelian, qui développait un système bancaire, mais alors là plus en mode SaaS, donc vraiment une solution un peu clé en main pour des institutions de microfinance. Pour le coup, là, c'était aux Philippines, et donc j'ai intégré leur bureau aux Philippines pour travailler sur l'accompagnement des clients dans la prise en main de la solution, donc les nouveaux clients dans leur période de transition de leurs anciens systèmes. Alors pour ceux qui en avaient, hein,
pour donner un peu de contexte, il y en a qui, dans les agences, ils avaient encore des machines à écrire. Hein, donc là, on parle de transformation digitale, on partait vraiment de zéro, et donc on leur apportait une solution qui était sur le cloud et tout. Donc il y avait un gros travail d'accompagnement, déjà technique, il y avait des enjeux de migration de données, enfin voilà, il y avait de quoi faire, mais vraiment faire le lien entre la période entre les commerciaux et enfin la partie juste après le commercial pour l'implémentation de la solution. Et voilà. Et ensuite, je suis revenu en France un peu avant le Covid, et je voulais m'orienter vers plus vraiment le pur ESS, quoi, vraiment une asso, et je suis tombé sur Connexio, qui et donc bon, je vais présenter un peu, hein, mais qui avait besoin dans le cadre de son changement d'échelle, de se digitaliser, comme on dit, de manière un peu vulgaire. Et donc je l'ai intégré, Connexio, en avril 2020, pour les accompagner dans ce changement d'échelle et cette transformation digitale. Et voilà. Et donc on a implémenté plein de no-code dont on va parler. On va voir tout ça, mais déjà il y a un truc que je note, je trouve qui est vachement intéressant dans ton profil, et sur lequel je pense que justement on va revenir, et puis peut-être que ça sera un peu en filigrane. C'est tout ce background autour des processus. Nous on a même une formation là qui va être vraiment pour les débutants autour de ce sujet des processus, donc c'est un truc qui me parle vachement, et je pense que je vais te re-questionner un peu là-dessus. Et puis je note aussi que j'ai l'impression que t'as pas mal voyagé, parce que j'avais vu dans ton profil LinkedIn que t'avais fait de l'optimisation de processus au Kyrgyzstan. Donc je trouvais que ça, je pense que c'était une des premières expériences que tu disais là, où tu parlais de... Ouais, c'était mon stage. C'est vrai que théoriquement j'étais basé à Paris, mais j'ai fait des missions sur place. C'était vraiment analyse et optimisation des processus. Ouais. Donc c'est assez... c'est pas mal, voilà. Enfin, moi j'aime bien toujours un petit peu voir un petit peu le background, et puis on va voir tout ça, comment ça impacte ce que tu fais maintenant, et ce que tu as fait notamment avec Connexio. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu des ops et de cette transformation numérique, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur Connexio, l'action de Connexio, vraiment? Ouais, alors Connexio, c'est une association et un organisme de formation qui est assez jeune, qui a été fondé en 2016. La mission principale, c'est de former les personnes les plus vulnérables, les plus éloignées du numérique, à ces compétences numériques. Et ça va des compétences les plus basiques, c'est-à-dire en gros ouvrir un ordi, l'allumer, utiliser le clavier, la souris, à des compétences plus avancées. On a des formations développeurs web et techniciens supérieurs système et réseau, TSSR. Voilà, avec l'objectif principal de vraiment faciliter l'insertion professionnelle, et on met un peu l'accent dessus par rapport à juste faire de l'accompagnement pour des tâches précises. Ici, on a vraiment l'objectif de plus global de faciliter cette insertion socio-professionnelle même. C'est intéressant parce que du coup, de fait, vous devez baigner dans un contexte numérique, de par l'action de l'association, et en même temps, j'imagine qu'il y a quand même plein de besoins au niveau de l'association pour les aider à faire cette action. Donc c'est un peu ça qu'on va voir. Il y a une première question qui me vient un peu comme ça, mais juste, est-ce qu'il y a du no-code dans les formations? Il n'y a pas de no-code, mais ça commence à venir. Je pense que ça vient par rapport à tout le travail qui a été fait. On s'est rendu compte par nous-mêmes qu'il y avait de la place, et il y avait sûrement un besoin. C'est vrai que, en tout cas, sur nos formations certifiantes, développeur web, TSSR, c'est adapté, hein. Enfin, on trouve des bons profils qui réussissent, qui trouvent un emploi derrière. Mais c'est vrai on est aussi, de fait de notre sourcing, de nos publics, face à des gens qui n'ont pas forcément les backgrounds de logique, de maths pour intégrer ces formations. Enfin, en gros, beaucoup plus galérer. Et je pense que le no-code pourrait justement
pour des gens qui ont quand même de l'appétence vers ces métiers, parce que l'appétence est là, mais qui ont un peu moins ce background vraiment de maths logique, qui est, je pense, alors je suis pas du tout un codeur, j'ai pas précisé, mais qui est, je pense, plus important que quand on fait du no-code, même s'il en faut quand même. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant pour eux, et puis de fait, je pense que moi aussi j'ai l'impression que ça explose, quoi. Donc il va y avoir de plus en plus d'opportunités, et forcément il faut qu'on soit là, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Bon, ça, on verra ce que ça donne. Mais il y a un truc que tu précises qui est important aussi, je pense. Aussi, enfin, on va commencer à dériver déjà un peu du sujet, mais sur le côté certifiant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que enfin, moi je connais aussi un peu ce sujet puisque en ayant travaillé à Simplon, mais le côté diplômant, certifiant est important pour des formations comme ça parce qu'il participe à l'inclusion. Malheureusement, en France, les diplômes, etc., ont encore énormément de valeur. Et donc, forcément, pour des personnes comme ça qui peuvent être éloignées de l'emploi, ne serait-ce que pour leur confiance en eux, etc., c'est important. Et comme il n'y a pas du tout toutes ces choses-là au niveau du no-code, certes, moi, je partage tout à fait ton analyse sur le fait que je pense que le no-code permettrait à encore plus de gens d'accéder un petit peu à ces métiers autour du numérique. Déjà, il n'y a pas forcément autant d'emplois, évidemment, dans le no-code que dans le code, ça c'est clair. Je pense même pas. Et puis il y a un petit peu ce sujet-là, donc enfin je le précise pour que les gens aussi réalisent un petit peu, tu vois, le type de profil que vous formez et tout, et que ce genre de détail fait aussi une différence. Et c'est pour ça aussi qu'on forme aussi encore beaucoup au code, quoi. Ouais. Effectivement, nous, nos profils, pour préciser un peu, on a des personnes en reconversion, un peu de tout horizon, et on a pas mal de jeunes des quartiers, comme on dit, QPV. On a beaucoup de réfugiés, demandeurs d'asile, même si c'est plus sur nos programmes qu'on appelle solidaires, sur les compétences de base, mais on en a quand même aussi sur nos programmes certifiants. Ouais, bon, écoute, ça, on verra. Moi, en tout cas, j'espère que le no-code va pouvoir aussi aider il vient. ce Alors, genre ils d'action. utilisent, c'est marrant parce qu'encore hier, il y a une coordinatrice du programme développeur web qui m'a dit, mais au fait, tu connais Notion, apparemment c'est super, les apprenants m'ont parlé et tout, donc je crois qu'on a quand même des formateurs qui montrent Notion, mais voilà, c'est pas au cœur de la formation, quoi. C'est marrant parce qu'après c'est aussi un peu les buzz des outils comme ça commencent à dépasser les frontières du no-code, du code, etc. Et après c'est un petit peu la tech en général. Et je pense que aussi bientôt beaucoup de développeurs utiliseront Airtable, etc. Enfin, c'est pas vrai pour tous les outils no-code, mais certains, comme ça à mon avis, sont en fait assez transverses et apportent un peu à tout le monde. Donc voilà. Ça va devenir le nouveau Excel, quoi. Tout le monde va l'utiliser, et la plupart vont utiliser peut-être 10% des fonctionnalités, quoi. C'est ce qu'on espère. Et on espère que les gens utiliseront plus que 10% parce que c'est plus accessible qu'Excel, quoi. Effectivement. Mais du coup, dis-nous un peu toi, et puis parce qu'il me semble que c'était dans le contexte de Connexio, comment t'es arrivé justement à ces outils no code? Ouais, par hasard. Alors, en fait, c'est marrant. Ça fait écho à l'épisode de Fantastic Bazar. Alors, je remets un peu de contexte. Je suis arrivé chez Connexio, ils voulaient se transformer numériquement. Et en fait, ils étaient accompagnés, ou ils allaient être accompagnés par une autre asso qui s'appelle Sherit, qui du coup est vraiment spécialisée dans l'accompagnement, un peu comme le Fantastic Bazar, mais sur un modèle un peu différent, sur accompagner les assos, ou un peu plus large, des structures de l'ESS dans leur transformation digitale, soit un peu globale, soit sur des projets particuliers. Et donc voilà, donc Connexio avait été sélectionné, et le modèle, c'est que en fait Sherit met à disposition, enfin, des partenariats avec Orange Consulting et Wavestone, et fait du mécénat de compétences sur les projets, et voilà. Et une des obligations que les assos ont pour faire partie du programme, c'est qu'ils doivent recruter ou mettre quelqu'un à disposition, un product owner, pour justement gérer tout ce projet. Et donc j'ai été recruté dans ce cadre parce qu'on a été sélectionné par Sherit. Et voilà. Alors moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, bah écoute, Guillaume, c'est simple, Connexio, là on forme 600 apprenants, on a l'objectif d'en former 10 000 d'ici 5 ans. Donc on est seulement à Paris, on a la volonté d'ouvrir
des bureaux dans 5-6 régions. C'était combien de D'ici à personnes au 5 moment où ans. tu as rejoint pour avoir une idée aussi du contexte Je sais plus, on était peut-être à 1000, quoi. Depuis le début, quoi. Entre 2016 et 2020, il y avait peut-être 1000 personnes qui avaient été formées. Ah oui, non, je voulais dire des L'objectif... personnes dans l'équipe. Ah, pardon. Pour avoir une idée Ouais, des ops à peu près, tu vois, que ça ouais, une quinzaine de personnes avec Ok. stagiaires, service civique inclus, peut-être. Ok, d'accord, ouais. Non, mais voilà, comme ça me donne un petit peu aussi l'ampleur de l'état, Ouais. tu vois, de maturité, on va dire, un peu du projet, quoi. Donc voilà. Et donc j'ai été recruté pour ça. Comme beaucoup d'assos, c'est assez classique. Quand je suis arrivé, les outils c'était surtout des spreadsheets en veux-tu, en voilà, à droite à gauche. Il y avait quand même eu des petites tentatives avec un petit outil pour envoyer des SMS, mais c'était en termes d'automatisation et de centralisation des données, c'était vraiment léger. Donc voilà, moi je suis arrivé, j'ai fait un premier état des lieux, donc j'ai beaucoup parlé aux utilisateurs, essayer de comprendre leurs pain points, et on a très vite défini les objectifs qui étaient clairs, centraliser la donnée, à la fois pour qu'il y ait une seule source d'information, que tout le monde que tout le monde travaille avec la même information, mais aussi l'enjeu d'y voir plus clair sur notre activité, à la fois pour nous, pour savoir, voilà, on se met un truc tout bête, on se dit qu'on veut former 10 000 apprenants, encore faut-il savoir les compter, parce que si tu les as tous dans des spreadsheets à droite à gauche, ça devient plus compliqué. Et pour nous et pour nos financeurs, parce que notre changement d'échelle, il fallait qu'il s'accompagne par des levées de fonds, enfin des appels à projets, enfin des financements, quoi, que ce soit public ou des dons. Donc il fallait y voir plus clair sur les chiffres. Et l'autre forcément, c'était tout ce qui est ops et automatisation des tâches, un maximum, parce qu'il y avait beaucoup de tâches qui étaient manuelles. Ouais. Voilà. Et alors justement, ouais, si on rentre un petit peu là-dedans, c'est ça qui m'intéresse, tu vois, de comprendre un petit peu plus précisément, tu vois, maintenant qu'est-ce que tu as mis en place, et du coup un peu, tu vois, peut-être un peu secteur par secteur, tu vois, c'était quoi la première priorité par exemple Alors, la première priorité, bon, en fait, il y en avait plein des priorités, mais il a fallu commencer par quelque chose, et on s'est Déjà, dit qu'on allait... comment tu priorises, tu vois, Comment tu priorises? C'est une très bonne question. Il faut un peu se batailler. Non, déjà, il faut tout lister. Et ça, c'est une des choses qu'on a fait dans le cadre de l'accompagnement avec Chirit, qui nous accompagnait avec des gens d'Orange Consulting. Ils nous ont un peu aidé là-dessus. Déjà, on a mis en place vraiment une petite roadmap et un backlog de toutes les fonctionnalités, mais sans trop rentrer dans le détail. Hein. Vraiment un truc qui était à un niveau nécessaire. Pas trop, mais pas trop peu. Et donc on y a vu plus clair, et effectivement il y avait beaucoup de choses. En gros, ça couvrait, je sais pas, 80%, je pense, de notre activité, quoi. Et il fallait commencer par quelque chose, et finalement on a pris une logique assez simple. Bon, on a quand même regardé les pain points et tout, mais on a commencé par l'étape A du processus. En tout cas, on avait plusieurs processus. On avait ce qui concernait les apprenants, c'est-à-dire on a défini tout le parcours apprenant du moment où il candidate chez nous. Donc ça passe par un formulaire en ligne, ça existait déjà. Donc quelqu'un qui veut faire une formation chez Connexio, il remplit un formulaire. Ensuite, il faut que quelqu'un chez Connexio reçoive entre guillemets la candidature, l'analyse, est-ce que la personne est éligible ou non. Ensuite, on l'invite à un entretien, etc., etc. Et donc jusqu'au moment où il intègre la formation, il suit la formation, et il y a un suivi post-formation avec un formulaire de satisfaction, etc. Donc ça, c'était vraiment, c'est notre cœur de métier, donc on s'est dit qu'on allait commencer par ça. Et c'était là aussi où il y avait plus de pain points. Et finalement, on s'est dit que on allait commencer par l'étape A, la candidature. En même temps, c'est aussi là où il y avait peut-être le plus de besoins, mais ça tombait bien que ce soit le début du processus, parce que je trouve que commencer à implémenter un système où, tu vois, les gens, ils vont commencer dans une spreadsheet, après ils vont devoir aller dans un autre outil, et après ils vont devoir finir encore dans une spreadsheet. Je trouve que c'était un peu déstructuré. Donc on s'est dit qu'on allait commencer par ça, et on a commencé notre petit Airtable avec une table candidature, un formulaire, un form Airtable, et voilà, quoi. On a commencé avec ça, avec une vue, et ça permettait aux gens de juste changer le statut, mettre éligible, inéligible,
Voilà, il y avait un petit email automatique qui était envoyé, même s'il existait déjà. C'est Voilà. important ce que tu dis aussi. C'est des fois, je pense que les gens sont un peu tétanisés par l'ampleur, tu vois, de cette transformation numérique ou de, tu vois, quand on prend le truc, alors qu'en fait, il faut, bon, déjà lister, comme tu dis, peut-être même, je sais pas, cartographier. Je sais pas à quel point vous êtes allé justement dans cette notion de processus par rapport à peut-être toi des choses que tu avais pu faire avant. Et puis après, il faut juste commencer par un truc, quoi. Peut-être une table, une base avec une table avec un form. Mais et si tu, comme tu le dis, en plus, c'est intéressant aussi cette notion de où ça se situe dans la chaîne un peu du process. Et si c'est au début, c'est mieux parce que je pense qu'après, comme ça, tu continues un petit peu petit à petit. En tout cas, mentalement, c'est peut-être plus facile que on imagine bien le début plus par rapport au côté séquentiel, quoi. Ouais, tout à fait. Mais de toute façon, cette méthode incrémentale, elle a que des avantages. Ça permet aussi tout de suite d'avoir des feedbacks. Et effectivement, les gens qui passaient de plusieurs spreadsheets, ils arrivent sur Airtable, il n'y a pas déjà 15 tables où du coup ça va complètement les perdre. Et ils commencent avec une table, c'est assez simple. Et puis au fur et à mesure, on a rajouté une table, on a rajouté des vues, une autre table. Derrière, il y avait toutes les automatisations. Et voilà. Et aujourd'hui, on en est à beaucoup, beaucoup de tables. Pas beaucoup de bases, mais beaucoup de tables. Une petite question d'ailleurs. Donc, j'ai deux questions. On va dire comment toi tu t'es posé pour comprendre tout ça. Enfin, tu vois un peu, est-ce que tu as interviewé les collaborateurs, et puis après peut-être aussi comment tu les as embarqués là-dedans. Tu vois un peu les deux étapes. Alors, la première chose que j'ai fait, moi, je voulais mettre à plat les parcours utilisateurs de nos apprenants, et on a un enjeu sur nos bénévoles, on n'en a pas parlé, mais on a aussi du coup nos formations pour tout ce qui est nos formations solidaires, donc les compétences digitales de base, elles sont faites par des bénévoles, et donc du coup on a tout un enjeu aussi de gérer toutes les données par rapport aux bénévoles. Ça peut-être on peut y venir après si tu veux, je le note, mais c'est vrai que ça c'est un bon point. Je pense pour les assos c'est très important parce que souvent le passage à l'échelle passe aussi par le fait de pouvoir avoir plus de bénévoles. Et qui dit plus de bénévoles dit plus de comment on organise ces gens-là qui ne sont pas salariés, qui sont pas là tout le temps, etc. Peut-être qu'on y reviendra après pour pas te perdre dans le fil. Ouais. Mais alors, du coup, ce que je voulais faire, c'était vraiment mapper ces parcours utilisateurs, à la fois apprenants et bénévoles, pour moi comprendre un peu, faire l'état des lieux, quoi, et en même temps analyser les pain points, en fait, déjà du côté pour nous. Donc en fait, j'ai même oublié le nom du modèle, mais on a vraiment le parcours utilisateur sur une première ligne, et en dessous, je commençais à lister les tâches qui étaient faites par les équipes en interne pour une étape précise du parcours. Et pour chacune de ces tâches, je mettais les outils qui étaient aujourd'hui utilisés, même si c'était souvent un spreadsheet, quoi. Est-ce que c'était Excel ou Google Sheet? Google Sheet, pardon, c'est vrai. Ok, d'accord. Non, mais c'est juste pour savoir. Non, enfin, t'as dit spreadsheet, mais c'est justement, pour savoir le niveau aussi un peu où est-ce qu'on en est. Et, ok, donc on était quand même déjà sur du Google Sheet, on va dire un peu collaboratif, mais. C'était un peu collaboratif, ouais. Mais ok. Totalement collaboratif. Je t'ai interrompu. Ouais. Non, je t'en prie. Mais du coup, voilà, donc j'ai mis à plat ces parcours tels qu'ils étaient, et j'ai listé tous les pain points. Et j'ai fait pareil pour les bénévoles, et après j'ai fait des entretiens d'apprenants et bénévoles aussi pour voir un peu leur feedback. Alors on avait déjà des formulaires qu'on faisait remplir, j'ai regardé un peu ce qu'ils disaient. J'ai parlé à des anciens bénévoles pour aussi avoir leur retour. Et voilà. Et après on est parti sur la roadmap, sur une liste de fonctionnalités. Et voilà. En sachant qu'au début, en fait, je vais peut-être revenir sur la genèse, parce que à la base, j'étais pas du tout sur le no-code. Nous, ce qu'on avait en tête, alors c'est un peu contradictoire par rapport à notre activité. On forme des devs, mais on ne voulait pas forcément avoir une équipe de devs. Mais après, c'est des enjeux aussi de coûts, de structure. Enfin, il y avait personne en interne. C'est pas parce que tu formes des devs que tu en as forcément sous la main. Il faut quand même pas que des juniors, il faut toujours des seniors pour encadrer. Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est même si tu formes des devs, tu prends des devs juniors, ils vont pas pouvoir t'aider forcément à tout implémenter ce que tu as besoin. Enfin, ouais. C'est ça. Donc voilà, donc on avait l'idée de plutôt partir sur ce qu'on appelait à l'époque des outils du marché. Donc nous on avait identifié
plutôt des CRM type HubSpot, etc. Et par hasard, on m'a mis en contact avec, j'ai oublié son prénom, personne de chez Make Sense dont vous parliez dans votre dernier podcast là, avec Fantastic Bazar. Ok. Jean-Christophe. J'ai oublié. Okay. Et donc voilà, en fait, chez Make Sense, ils avaient des enjeux un peu similaires aux nôtres, surtout par rapport à leurs bénévoles, etc. Et on savait qu'ils avaient fait quelque chose. Et donc j'ai parlé avec cette personne qui m'a fait une présentation de Airtable, et ça a été Airtable / Zapier. Ça a été un peu une révolution. Moi, je connaissais pas, autant je connaissais un peu les CRM. Mais Airtable, je connaissais pas du tout, et je me suis dit voilà, c'est ce qu'il nous faut, parce que c'est hyper flexible. J'ai fait très vite une petite proof of concept, donc voilà, un petit test en fait, un petit prototype. Un petit prototype, voilà. Je sais pas comment on peut, s'il y a un preuve, enfin on peut dire preuve de concept, mais un POC quoi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de POC, et en fait on traduit pas ça vraiment. Bon, on s'est compris en tout cas. Un petit prototype pour voir dans quelle mesure ça allait pouvoir en gros répondre à nos besoins ou pas. Et donc voilà, donc j'ai commencé à bidouiller, à regarder des petits tutos de Gareth Pronovost. Enfin voilà, comme tout le monde, je crois. Ah ouais. Et finalement, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais une problématique, j'arrivais à la résoudre. Et voilà. Et en plus, en comparant les coûts avec des outils comme Spot, on était, enfin voilà, ça cochait toutes les cases. Et on n'a pas très longtemps hésité pour s'orienter sur Airtable. Ok. Pour en revenir justement donc on a compris un peu la phase un peu de préparation, d'audit, de planification, vraiment. Une fois que vous avez commencé à mettre en place par exemple cette première table, etc., est-ce que, ou peut-être même un petit peu après d'ailleurs quand ça a un peu commencé à évoluer, comment est-ce que vous avez embarqué les gens? Tu vois, chez Fantastic Bazar, ils appuyaient pas mal sur ce côté conduite du changement. Des fois, on sait que, j'allais dire dans les assos, mais en fait, c'est vrai aussi dans les entreprises, il peut y avoir un peu de résistance à des nouveaux outils. C'est quoi, toi, ton expérience un petit peu sur ce sujet? Ouais, alors la première chose, je pense que j'ai été très chanceux. J'avais des bons utilisateurs, pas qu'il n'y a pas de mauvais utilisateurs, mais ils m'ont beaucoup aidé. Déjà, ils étaient très réceptifs. Ils ont très vite compris. Alors, bon, bien sûr, je les ai expliqués, mais ils ont très vite compris les objectifs et ce qu'ils allaient gagner. Donc, forcément, une fois qu'ils ont compris que ça allait être un plus, c'est déjà la moitié du chemin qui est fait. Donc après, une fois qu'ils sont avec une énergie positive, on leur apporte l'outil. Bon, forcément, il y a une petite phase de formation, de montrer. Mais surtout, moi, ce que je faisais beaucoup de veille, j'allais chercher le feedback. Je faisais beaucoup de veille, je regardais au début, surtout quand tu as une table, c'est facile, ou même 2 ou 3. Tu regardes tout ce qui se passe, tu regardes toutes les vues, et au moindre truc où ils n'ont pas fait exactement ce qui était prévu, tu vas les voir et tu leur fais un petit Slack et tu fais pourquoi tu as fait ça comme ça, pourquoi pas comme ça, et voilà, vraiment être proche et au contact. Alors c'est facile parce que déjà il n'y en avait pas beaucoup, surtout quand on commence avec une table, finalement ça concernait 2-3 personnes, donc c'est facile à faire. Et puis tu crées vite une relation de confiance. Après, au fur et à mesure, alors il y a eu 2 enjeux, il y a eu de plus en plus d'utilisateurs, de fait qu'on grandissait, mais de fait aussi qu'il y avait de plus en plus de process et d'étapes des process qui étaient couverts. Et ensuite, on a eu du turnover. Alors, il y a le turnover service civique, stagiaire qui est classique, mais on a aussi d'autres personnes qui sont parties dans l'équipe et qui ont été remplacées. Et là, c'est un peu une deuxième phase, et c'est forcément un peu plus compliqué parce que les gens ils connaissent pas l'avant. Donc autant les premiers, ils ont vu de vie les avantages par rapport à ce qu'ils avaient avant, mais eux ils les voient pas. Bon, ils vont peut-être comparer à ce qu'ils avaient dans leur petite boîte, mais voilà. Et donc là, c'est un travail un peu plus compliqué, mais on s'y retrouve. Ce que j'ai fait récemment, et c'est une méthode que j'ai repris de mon ancienne boîte là quand j'étais aux Philippines, c'est que on a aussi grandi. Maintenant, on est une quarantaine en tout sur différents lieux, alors qu'avant on était que à Paris. Mais en gros, j'ai nommé je les ai appelés des Airtable Champions.
Ok. Dans chaque équipe. Et c'est un peu c'est mes points de relais. Bon, déjà, je les ai choisis parce que c'est ceux qui avaient déjà le plus de connaissances, le plus de facilité avec l'outil, mais aussi une bonne compréhension des process et différents critères. Et du coup, ils sont vraiment mes points de relais. On fait des points réguliers. Ça me permet d'identifier, de remonter les besoins plus facilement. Et surtout, je passe par eux aussi pour qu'ils communiquent à leurs équipes. Euh, voilà. Enfin, Ok. ils font un C'est peu super intéressant. d'évangélisation pour moi. C'est super intéressant. C'est une super pratique, je pense, de faire ça. C'est un bon conseil déjà un peu à tout le monde. Ouais. Il faut quand même trouver un bon équilibre parce que c'est pas du tout leur travail. Enfin, et du Bien coup, il sûr. faut trouver l'équilibre pour pas leur donner une charge de travail plus importante parce qu'ils en ont déjà une de base qui est assez énorme. Donc voilà, on est Bien toujours un sûr. peu sur un fil, mais Il faut trouver aussi les bonnes personnes qui ont l'envie, le bon profil. Enfin, c'est un peu ce qu'évoquait à un niveau un petit peu au-dessus, justement, Guillaume et Samuel dans l'épisode précédent avec le référent numérique d'une asso. Là, c'est plus de l'intérieur, carrément un cran en dessous, mais c'est un peu ce truc-là, trouver la bonne personne qui va collaborer, qui va se sentir peut-être un peu aussi mis en avant du fait de faire ça. Enfin, bon, il y a différentes choses. Et alors justement, parle-nous un peu peut-être, si on zoome encore un petit peu, mais juste sur cette gestion des bénévoles, parce que ça m'intéresse, parce que c'est un truc dont j'ai pas forcément beaucoup parlé, et je pense que les gens qui ne sont pas dans des assos, qu'on voit pas forcément cet aspect-là. Moi, j'ai moi-même découvert à l'époque de Simplon, tu vois, mais c'est vrai que c'est hyper difficile parce que t'accompagnes une PME, tous les utilisateurs sont des salariés, etc. Ça, c'est un truc, quoi. Dans les assos, t'as cette problématique que souvent le passage à l'échelle aussi, il passe par les bénévoles qui vont venir aider et tout, et donc ces gens-là, il faut les organiser pour pas que ça prenne plus de temps que ça en apporte, etc. Je sais pas si tu veux nous faire un petit retour là-dessus. Hein. Ouais, alors effectivement, c'est une partie prenante supplémentaire qui est assez exigeante et qui souvent a des profils. Enfin, il y a vraiment des profils assez variés. Donc, c'est vraiment hyper difficile de satisfaire tout le monde. C'est même impossible. Bon, c'est assez commun. Même quand tu es une entreprise, tu peux pas satisfaire tous tes clients. Bah, là, c'est un peu pareil. Donc, il y a aussi l'enjeu, tu l'as abordé avec d'autres assos et avec Fantastic Bazar, de cette idée aussi que le digital pourrait déshumaniser, et ça revient beaucoup quand on parle des bénévoles parce que la première impression qu'on a des bénévoles, c'est qu'ils veulent forcément du contact humain, ils veulent forcément qu'on soit proche d'eux, etc. Ce qui est vrai pour certains, mais et bon, après on a différents types. On est quand même, je disais qu'il y avait plein de types de bénévoles. Chez nous, ils sont quand même pour la plupart jeunes actifs, donc ils sont quand même déjà plutôt habitués. Et puis de fait, qu'ils sont bénévoles chez nous, ils sont plutôt intéressés par le numérique et tout. Finalement, recevoir des emails automatiques, ça va peut-être pas tant les gêner que ça. Et puis voilà, bon, il y a d'autres formes. C'est pas parce qu'on envoie un email automatique que c'est forcément déshumanisé. Enfin, il y a plein de choses à dire. Mais voilà, par contre, ce qui est hyper compliqué, c'est qu'il y a plein de turnover et effectivement, Ouais, il faut déjà imaginer un petit processus d'embarquement, quoi, j'imagine. Parce que forcément, imagine, moi j'arrive, je veux être bénévole, je veux vous aider. Voilà, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Enfin, comment est-ce que tu m'aiguilles et tout, quoi. Alors pour le coup, il y avait quand même un process qui était déjà en place qu'on n'a pas trop changé, qui est en gros les personnes ils sont intéressés, ils vont sur notre site internet, ils remplissent un formulaire et ensuite on va les inviter à une réunion d'information. Okay. Où on va leur présenter un peu plus Connexio, l'émission, ce qui est attendu d'eux, comment on travaille, etc. Et dans un deuxième temps, on va leur envoyer un deuxième formulaire pour savoir en gros pour qu'ils confirment leur intérêt ou non. Et s'ils confirment leur intérêt, on va leur demander plus de choses, notamment quels sont leurs dispos, etc. Donc ça, c'était déjà existant. Le seul truc, c'est que c'était manuel. À chaque fois qu'ils faisaient des réunions d'infos, ils allaient dans la spreadsheet, ils copiaient-collaient les adresses email. Enfin voilà. Donc tout ça, on il y avait le process, mais pas l'outillage qui va avec, quoi.
Ou- en quelque sorte. Voilà. Enfin, ou en tout cas un outillage rudimentaire, quoi. C'est ça. Par contre, là où, en tout cas pour la phase d'onboarding, là où par contre, ouais, non, c'est pareil, même pour la phase d'après. En fait, nous, l'enjeu qu'on a, c'est que les bénévoles donnent des cours, en gros, et il faut qu'ils notent qui est présent, qui est absent, et qu'ils fassent un petit compte rendu de la séance. Et voilà, c'était fait sur des spreadsheets. Donc en gros, il y avait une spreadsheet qui était créée pour chaque groupe, en sachant que là, par exemple, en 2021, je crois qu'on a fait je sais plus, on a fait plus de 150 promos, je crois, 170 même. Donc ça voudrait dire créer 170 fichiers, etc. Ouais. Et donc voilà, c'est assez fastidieux. En plus, c'était des fichiers Excel où il y avait des calculs. Après, quand tu fais un copier-coller quand tu dupliques un fichier, après la formule elle marche plus. Enfin bref, donc c'était pas très fluide. Et on est passé par j'ai fait un portail sur une mini extension. Donc pour ceux qui sont pas forcément familiers, donc nous on a toutes nos données sur Airtable, notamment nos données de chaque groupe, quel apprenant participe à quel groupe, et sauf que cet accès avec des données sensibles, on peut pas donner les accès à tous nos bénévoles. Déjà, il y en a beaucoup trop, ça nous coûterait beaucoup trop cher. Et puis voilà, il y a des données sensibles et tout le monde n'est pas censé voir toutes les données. Donc, on passe par cet outil mini extension qui nous a permis de créer un portail et qui permet de filtrer. Donc, en gros, chaque bénévole qui se connecte, il a accès aux données de Airtable, il peut les modifier, sauf qu'il a seulement accès aux données qu'on choisit de lui donner, quoi. Voilà. Et donc ça a plutôt bien marché parce que si on a réussi à centraliser beaucoup d'informations, ce qui nous manquait, et on a encore du travail là-dessus, mais on a beaucoup d'informations qui est envoyées à travers un email. Après, c'est un autre email. Après, c'est dans un fichier, etc. Donc là, le portail, ça nous a permis un peu de tout centraliser. Déjà, ils voient tout le calendrier de leurs séances au même endroit. Et puis, on a mis aussi des liens vers quand ils doivent intervenir sur un lieu. On a une fiche logistique, donc ils peuvent cliquer, trouver voilà, ça a centralisé un peu la documentation et ça facilite et ça limite du coup parce que ce qui est en fait je pense le plus chronophage, c'est les bénévoles qui posent des questions aux équipes en permanence, et donc du coup ça nécessite du temps pour leur répondre, et donc et souvent c'est des questions un peu basiques, j'ai pas telle info, alors qu'en fait voilà, à partir du moment où tu centralises tout au même endroit, normalement ils te sollicitent un peu moins et ils sont un peu plus autonomes, quoi. Très intéressant, ouais. Non, enfin, je pense que t'as bien résumé le sujet. C'est hyper intéressant. Là, on mesure bien, on voit bien l'impact. On peut voir ce que vous avez mis en place. Si on continue un peu, peut-être il y a un autre secteur pour vous couvrir un petit peu tout. C'est le côté un peu organisme de formation, un peu OF, je sais pas, j'imagine que là-dessus aussi, on sait, en France, il y a beaucoup d'administratifs à gérer. Est-ce que t'as travaillé un peu là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous partager? Ouais, alors, j'ai un peu travaillé là-dessus, mais finalement pas tant que ça. Pourquoi? Parce que en fait, donc ça concerne surtout tout le côté administratif, c'est surtout pour nos programmes certifiants. Ouais. Même si on a quelques règles à suivre pour nos programmes solidaires. Et finalement, en volume, nos programmes certifiants, ils représentent pas grand-chose. Et en plus, on fait que du présentiel. Donc ça explique aussi qu'on n'a pas beaucoup de promotions en même temps. Et souvent, il y a une personne qui est en charge de une ou deux promos. Alors, elle a beaucoup de travail, mais du coup, voilà, il y a encore des choses manuelles qu'on n'a pas encore priorisées, mais qui du coup sont pas une charge énorme pour les équipes, parce que le changement d'échelle il s'est plutôt fait sur les programmes solidaires. Par contre, j'ai commencé à travailler avec un autre organisme de formation pour le coup, qui lui a toutes les contraintes et a déjà pas mal de volume par rapport à tout cet aspect administratif. Et effectivement, on a commencé. Alors eux, ils étaient sur Pipedrive uniquement, pour gérer un peu tout de A à Z. Ils sont tout jeunes, hein, ils ont commencé l'année dernière, je crois. Et voilà. Et donc je les ai onboardés d'abord. D'abord, on a juste mis en place des petites automes
voilà, plutôt pour leur pipe, enfin leur aspect vente, pardon, leur processus de vente. Et après, bon, moi je leur ai dit que j'étais aussi spécialisé sur Airtable. Ils ont commencé à regarder, ils ont trouvé ça intéressant. Et donc du coup, on a mis en place Airtable, ouais, pour tout ce qui est euh, customer service, enfin Le suivi tout ce client, qui est suivi suivi client, suivi des formations. Et effectivement, voilà, on a à peu près le process de A à Z. On a tout automatisé. Donc il y a tout ce qui est génération des conventions de formation, l'envoi des convocations, etc. Et, euh, et ouais, et typiquement des choses qui sont grosse souvent plus-value, faites quoi. à la main et qui sont C'est vraiment ça. très 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 chiantes à faire, quoi. C'est ça. Ouais. Il y a un sujet dont tu me parlais un peu quand on a échangé en amont et qui revient assez souvent d'ailleurs dans le Slack, et moi personnellement j'ai jamais de bonne réponse là-dessus. C'est tout ce qui concerne la data vise. Alors, est-ce que c'est du no-code, pas du no-code? Bon, enfin, voilà, c'est pas forcément le débat, mais je suis curieux de savoir un peu ce que vous avez mis en place. Justement, si tu peux partager un peu des choses, parce que franchement, sur le Slack, c'est des questions qui reviennent très souvent, et où je vois que bon, les gens tournent un peu autour de Google Data Studio, des choses comme ça, mais il y a pas de truc concret, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça rentre pas vraiment dans le sujet des outils no-code, et pourtant, c'est une problématique puisque la question revient tout le temps, qui concerne beaucoup de gens a priori, quoi. Ouais, bah oui, c'est une vraie problématique. À partir du moment où tu utilises des outils no-code où toutes tes données sont dedans, forcément, si tu veux utiliser ces données, va falloir se plancher dessus. Alors nous, on n'a pas tourné autour de Google Data Studio, on a implémenté Google Data Studio, du coup. Ouais. On a fait ce choix. Alors, bon, déjà c'était gratuit. Ça nous a fortement influencé. Euh, et voilà, je disais, on était accompagné par Sherit. Qui eux du coup avaient des développeurs pour nous. Alors j'en ai pas parlé, mais on a quand même quelques bouts de code à droite à gauche pour faire quelques intégrations et quelques trucs très Y a pas spécifiques de dans honte, hein. Airtable. Non, non. Mais, J'ai pas de- d'ailleurs, enfin voilà, pour ceux qui nous écoutent, moi je suis de ceux qui disent que le meilleur no-code est celui d'accompagner de code, quoi. Enfin, c'est double valeur ajoutée. Et bref, et donc du coup, il y a quelqu'un qui nous a fait un petit script pour en gros récupérer toutes les données toutes les 24 heures de Airtable vers une Google Spreadsheet qui, elle, du coup, est branchée sur Google Data Studio. Et Parce voilà, qu'en fait, nous, ouais. on Ouais, avait non, une vas-y, vraie. je te laisse finir. Ça rentrait, enfin, c'est venu très vite, hein. On avait déjà cette vision d'avoir des dashboards où on peut suivre notre activité, parce que avoir des tables qui sont remplies de données, c'est bien, tu peux faire des sommes et tout, mais on voulait quand même, on avait très vite envisionné cet aspect dashboard, tableau de bord, avec plein d'indicateurs. Et donc, on a commencé à construire assez rapidement, et voilà, il évolue en même temps que notre base Airtable évolue. Voilà, alors ouais, j'ai pas trop de points de comparaison, c'est le seul que j'ai utilisé. Mais une fois qu'on a compris la logique, je le trouve assez facile à utiliser en fait. Il y a ce petit bout de code qu'il faut rajouter, mais encore que on a trouvé ça sur un blog sur le net. Voilà, il a fallu faire une ou deux modifs dans le code, et c'est parti, quoi. Ouais, parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est un peu ça la problématique de la data vise, c'est que aujourd'hui, enfin en tout cas dans la communauté no-code, les gens utilisent beaucoup Airtable. Airtable est relativement faible quand même, tout ce qui est visualisation, il faut se le dire, quoi. En tout cas aujourd'hui, quand on enregistre. Et le passage vers des outils de visualisation qui sont vraiment faits pour est pas forcément évident, quoi. Ouais. Même des gens qui utilisent des Power BI, des choses comme ça, enfin chez Microsoft et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu ce truc. Soit tu utilises, par exemple Data Studio, tu utilises avec Google Sheets, ça marche bien, c'est prévu pour, quoi. Power BI avec Excel, avec SQL Studio, enfin SQL Server, etc. Mais sinon, il y a un peu ce truc. J'ai l'impression que Airtable est un peu isolé. Mais je te dis ça, moi, vraiment, j'ai pas du tout creusé le sujet, mais j'ai l'impression que tu. Parce que... Non, je suis d'accord. Bah, alors surtout à l'époque où il n'y avait pas encore les interfaces et tout, c'était vraiment limite, hein. Moi, enfin, je veux dire, même faire un tableau croisé dynamique avec leur petite app là, Airtable, c'était déjà limité, quoi. Donc c'est pour dire le niveau. Maintenant, avec leurs interfaces, ça s'est un peu amélioré. Enfin, il y a deux trois trucs supplémentaires que tu peux faire, mais ça reste très limité. Nous, franchement, on a trop de données. On a un modèle de données qui est beaucoup trop complexe.
Par contre, on va arriver à une limite là, c'est qu'on arrive bientôt aux 50 000 lignes sur notre base principale. Ah ouais. Et donc du coup, il va falloir, je sais pas encore comment on va faire pour parce que du coup là, il prend juste en gros, je fais un raccourci, mais il prend toutes les lignes, il les met dans la spreadsheet. Mais là, il va falloir que j'aille archiver entre guillemets des lignes ailleurs, mais quand même toutes les consolider dans la même spreadsheet si je veux garder mon tableau de bord à jour, quoi. Donc, ouais, pas évident, ouais. Je pense qu'on est beaucoup à se poser la question de quand Airtable va faire sauter cette limite qui est un peu, commerciale et peut-être moi je suppose que c'est pour les performances, pour essayer de préserver les performances et que eux-mêmes scale leur activité petit à petit, mais bon, bref, on verra bien. On verra. Comment est-ce que vous documentez tout ça? Très bonne question. Tu nous as parlé. Très bonne question pour moi. La documentation, c'est un vrai enjeu, surtout quand on grandit et qu'on a beaucoup de turnover. Honnêtement, on a beau le savoir, on met quand même ça toujours, on dépriorise toujours. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je le regrette, mais je l'ai fait. J'ai quand même, donc on arrivait à un point où il y avait vraiment un besoin de documenter. Du coup, j'ai utilisé Notion. Et en fait, j'ai voulu centraliser. Je pense que j'ai fait un truc qui paraît tout à fait raisonnable. En fait, il y a les personnes pour organiser une session de formation, c'est à peu près toujours les mêmes tâches. Et donc, pour chacune de ces tâches, quasiment, il y a une action à faire dans Airtable ou avec les autres outils qu'on utilise. Et en fait, cette liste des tâches, bah, je l'ai récupérée. Il y a quelqu'un qui en avait une. Ça, un peu chacun avait la sienne. Hein. Mais au final, normalement, tout le monde fait plus ou moins la même chose. Et en fait, j'ai mis dans un tableau. Et pour chaque tâche, j'ai fait. Alors, j'étais parti au début sur des tutos vidéo. Mais en fait, le problème, c'est que Airtable, il évolue, enfin, ton modèle de données, tes outils, la façon, ça évolue tout le temps, et dès que tu veux faire un changement, bah, il faut refaire une vidéo. Et mine de rien, une vidéo de 2 minutes, ça prend pas 2 minutes à la faire. Je pense que tu le sais. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, en termes de maintenance, j'ai un peu abandonné les vidéos, même si ça a quand même certains avantages. Et je suis plutôt passé sur du texte avec des screenshots, etc. Et du coup, j'ai tout centralisé dans Notion, avec une tâche, t'as un lien vers une page avec le tuto sur comment réaliser la tâche, avec les outils, avec des commentaires en plus un peu plus opérationnels, quoi, que les gens, que les équipes m'ont aidé à faire, hein, j'ai rien inventé. Et voilà. Et le principe, c'est qu'il y a un template, en fait, c'est une base de données de template, et normalement, quand ils veulent organiser une nouvelle session, ils ont juste à dupliquer ce template, et ils ont une liste de tâches, et puis ils peuvent aussi cocher en même temps. Voilà. Et normalement, ça permet aussi aux managers, parce que c'est un truc qu'il n'y avait pas, parce que chacun avait sa liste de tâches. Normalement, il y a un manager qui a la possibilité de voir l'avancée de chaque session qui est en train d'être organisée. Bon, je pense que c'est pas encore très utilisé, ça, mais ça viendra. En tout cas, c'est déjà là. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois là ce que tu dis, c'est à mi-chemin entre la gestion de projet et puis enfin tu vois la documentation et le fait de processiser les choses en fait quelque part. C'est-à-dire que ton process, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec l'apport du no-code, et peut-être ça c'est un peu la question suivante, mais le no-code, le fait d'automatiser les choses, de les documenter dans des outils tels que Notion, qui sont des outils dynamiques, permet à la fois de faire le process, enfin tu vois, et en même temps de le documenter, tu vois, il y a une espèce de truc. Et au début, j'avais un peu dissocié les deux. J'avais utilisé Google Site pour créer un petit guide utilisateur où je recensais un peu les vidéos. Mais du coup, c'était décorrélé de cette liste de tâches, et normal. Les utilisateurs, ils n'arrivaient pas toujours à faire le lien entre l'action qu'ils devaient faire et la documentation qu'il y avait avec, quoi. Donc là, c'est un peu plus clair. Ouais, non mais c'est très intéressant. Et alors du coup, justement pour en revenir un peu, tu vois, à tout ce que tu as fait avant Connexio, comment est-ce que tu vois toi l'impact, tu vois, un peu de ce travail vraiment dans des systèmes d'information, dans des choses plus j'allais dire high level, enfin je sais pas, c'est même pas une question de niveau, mais c'est des contextes très différents. Comment toi est-ce que ça t'aide aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Et ben, moi, depuis toujours, du coup, ce que je devais faire, c'était comprendre les besoins des utilisateurs. Et ça passe par beaucoup d'interactions avec eux, par aussi beaucoup d'analyse juste des fichiers. Je pense que on est tous d'accord, tous les consultants Airtable, quand ils commencent, je crois que Fantastic Browser en parlait aussi déjà, on récupère les fichiers et juste en analysant les fichiers, on arrive déjà à comprendre un peu comment ils travaillent et, euh, et voilà. Et, euh, et la contrainte que moi j'avais derrière, c'est que je devais expliquer. Et forcément, quand à des développeurs, pour qu'ils développent derrière les fonctionnalités qui correspondent, et forcément, quand tu fais de la traduction, bah, y a toujours un peu de perte. Et ensuite, il y a aussi des frustrations parce que il y a des contraintes du côté du développeur que t'arrives pas, que tu comprends pas, forcément. Et, euh, et donc voilà, donc tout cet aspect de bien comprendre les besoins, de les mapper. Alors c'est vrai que quand, euh, quand dans mes premiers, enfin dans la microfinance, avec les institutions de microfinance, il y a quand même c'est assez commun au secteur bancaire. Hein. Il y a l'idée d'être très carré et de pas laisser de place pour les erreurs et tout. Et donc, ça veut dire que quand tu maps, tu cartographies, bah, tu maps 100%, quoi. Il y a pas de, tu laisses pas de place à l'erreur. Donc ça, je le fais plus parce que j'ai pas les moyens aussi. Hein. Il y a moins de ressources aussi, du coup, quand on passe à une échelle un peu plus petite comme celle de Connexio. Mais la logique est la même. Il y a vraiment la volonté de comprendre de A à Z comment ça se passe et de pas laisser de place pour des externalités un peu non prévues, quoi. Euh, et là où ça m'a aidé aussi, c'est toute la phase de test. Je sais pas, j'ai pas assez d'expérience avec d'autres, mais je pense que dans le no-code, il y a peut-être des gens euh, qui laissent de côté cette phase de test, qui vont aller très vite, voilà, mettre l'outil dans la main des utilisateurs, et après il peut y avoir des erreurs comme des dizaines de milliers d'emails qui s'envoient ou que sais-je. Si j'ai aussi appris de cette rigueur de tester, de faire attention avant de déployer, quand même si du coup on a beaucoup moins de contraintes avec le no-code et on va quand même beaucoup plus vite. Hein. C'est ça l'objectif. Ouais, mais tu vois, justement, tu fais bien de le souligner parce que cette impression de vitesse dans l'implémentation, quelque part, le fait de réaliser quelque chose avec Airtable, Integromat, etc., ça va très vite. Et en plus, on est un peu rassuré parce qu'on utilise des plateformes qui sont sécurisées. Tu vois, le bug, il va pas venir d'Integromat. Par contre, tu as clairement raison d'insister sur le fait que souvent, je pense, et je m'inclus là-dedans, mais je sais que voilà, on le fait un peu tous, tu vois, on va mettre en ligne, on va mettre en production, comme on dit, des systèmes qu'on n'a pas vraiment bien testés. Alors aussi parce que peut-être qu'on sait qu'on va pouvoir corriger facilement. Ouais. Mais je veux dire, moi, très franchement, ça m'est arrivé, tu vois, quand j'ai mis en place, je sais pas, un système d'import de factures au début de contournement, bah, de générer une centaine de factures pour rien, parce que je me suis planté, j'ai dû aller toutes les effacer à la main dans notre logiciel. Enfin bref, c'est tout un... Voilà, bon après c'est comme ça que t'apprends aussi, tu te dis bon la prochaine fois je vais faire un peu plus attention, je vais tester sur 3 au lieu de 100, tu vois, et puis moi j'avais un peu ces réflexes de dev, mais enfin et encore, même en ayant ces réflexes, bah, j'ai quand même fait cette connerie. Donc ouais, c'est assez important cette... Mais tu vois, il y a une certaine rigueur, je pense qu'il faut avoir. Exactement. Et un peu... tu vois là t'as quand même pas mal décrit le métier du consultant, quoi, tu vois, ce contact des utilisateurs, comprendre le besoin, proposer une solution, l'implémenter, la tester, tout ça, c'est des choses où nous, je trouve que dans le no-code, forcément, comme les gens ne viennent pas forcément de ce background, ils disent, ok, bah en fait, c'est tout en un maintenant. C'est tout en un. Je fais le truc dans Airtable avec les gens, je leur montre, ils s'en servent en même temps, et puis voilà. Oui, mais pas, enfin, il faut aussi s'inspirer des bonnes choses, justement, de ce métier de consultant, quoi. Ouais, je pense qu'il y a quand même des bases qui sont communes à tous les projets, peut-être même tous les projets au global, pas seulement IT, qui restent vrais avec le no-code. Par contre, ce qui est vrai, le no-code permet d'accélérer certaines phases, quoi. Mais et puis cette approche itérative que tu as évoquée au début, quelque part en fait c'est cette approche aussi qui permet peut-être de tester un peu moins, d'aller un peu plus vite parce que tu sais que tu vas corriger, c'est-à-dire mais ouais, moi je trouve quand même que c'est bien aussi d'insister un peu sur le fait que c'est pas parce que ça c'est facile, et puis c'est dommage, tu vois, nous on a plein d'exemples dans nos formations de gens qui ont grillé toutes leurs tâches Zapier par exemple parce que
pareil, ils avaient pas bien testé, ou ils avaient pas anticipé aussi. Enfin, des fois, c'est pas évident. Puis c'est comme ça qu'on se crée son expérience. Mais ouais, je pense que c'est bien aussi de rappeler un petit peu ces choses-là. Ouais, de toute façon, je pense que forcément, quand on commence et qu'on maîtrise pas encore tous ces outils, on a beau faire tous les tests, du coup, si on maîtrise pas les outils, ça veut dire que nos tests vont pas être suffisants non plus pour éviter toutes les erreurs, quoi. Donc, d'ailleurs, il y a un outil dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est Integromat, que tu utilises beaucoup. Tu l'utilises aussi chez Connexio, du coup? Enfin, forcément, ouais. Alors c'est vraiment en complément. On a commencé très vite. Par contre, on a commencé par Zapier. Alors, encore une fois, moi, je connaissais même pas Integromat. On a commencé par Zapier et voilà, en suivant la communauté, je vois tout le monde qui parle d'Integromat. Donc j'ai été voir ce que c'est. Make maintenant d'ailleurs, c'est difficile de s'y faire, mais ouais. Make. Et du coup voilà, donc j'ai vite compris la puissance, quoi, et surtout que finalement j'avais beaucoup de voilà, en fait, du coup, Zapier te contraint quand même à faire des choses assez simples, ce qui est très bien quand tu as des besoins simples, et je pense que c'est vraiment fait pour ça. Mais c'est vrai que très vite, on avait quand même des limites, et j'avais besoin d'automatiser de créer du coup des scénarios un peu plus complexes, et je m'y suis retrouvé directement dans Make, ex-Integromat, et là on l'utilise à fond. Alors on n'a pas forcément énormément d'opérations, on est toujours sur le plan basique, mais il y a une cinquantaine de scénarios qui tournent. D'accord, c'est intéressant d'ailleurs, parce que du coup, donc ça veut dire quoi, 10 000 opérations par mois, c'est ça? Ouais, mais on est tout juste, là il va falloir augmenter bientôt, je pense. Mais... Non, mais c'est intéressant parce qu'on se rend pas forcément compte aussi de la corrélation entre, on peut avoir plein de scénarios qui s'exécutent pas beaucoup, et qui consomment pas forcément, mais... Exactement, mais ils sont tous utiles. J'ai fait une revue il y a pas longtemps, j'ai dit tiens, est-ce qu'il y a des trucs qui servent à rien, mais non, j'ai rien trouvé. ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça c'est un truc que tu fais régulièrement, ou c'était pour essayer d'économiser des tâches, ou c'était aussi pour voir s'il y a des choses qui servent à rien. Il y a un peu ce truc de la maintenance aussi dont on parle pas beaucoup. Ouais, c'est important. Alors sur Make, je me concentre quand même. La maintenance que je fais, c'est quand il y a des erreurs ou des warnings qui sont remontés, de voir ce qui s'est passé, de corriger. Voilà. Non, c'est juste par hasard. Il y a pas longtemps, je me suis dit tiens, je vais passer en revue. Après, dans la maintenance, il y a tout un travail de documentation que j'ai pas forcément fait, mais justement sur les côtés techniques. Après, je me demande, ça nécessite énormément de temps de faire ça. Et je suis pas convaincu, alors d'avoir un minimum, ça c'est clair, mais je suis pas convaincu qu'il faut absolument tout documenter dans le détail, parce que quelqu'un qui connaît les outils, en fait, il va quand même très vite retrouver de lui-même comment les choses ont été construites, comment les données sont liées, qu'est-ce qui déclenche quoi. Et ça m'arrive même à moi sur des trucs que j'ai fait il y a 3-4 mois, un scénario, il y a un utilisateur qui me dit ça n'a pas marché, je vais voir ce qui s'est passé, et je me souviens plus sur le coup exactement comment je l'ai construit, qu'est-ce qui déclenche, parce que j'ai plein de trucs avec des webhooks par exemple dans Make, donc pour retrouver le webhook, c'est pas naturel. Et en fait, ça me prend pas tant de temps que ça de retrouver exactement ce qui a été construit. Et je pense que même quelqu'un qui a pas, alors ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais si jamais quelqu'un doit prendre la main là-dessus, je pense que finalement il s'en sortira, même si c'est pas super bien documenté, quoi. Finalement, je pense que le plus important, c'est quand même de documenter les process utilisateurs. Et à partir de là, je pense que quelqu'un qui connaît, il arrivera. Non, je suis assez d'accord avec toi. C'est toujours une question un petit peu d'investissement et de ce que ça va être rentable de passer beaucoup de temps à documenter ce que tu as fait, que plutôt que de faire d'autres choses qui sont aussi nécessaires, parce que de toute façon, il y a toujours plein de choses à faire. Franchement, non, mais c'est un bon retour. Et tu vois, c'est là où les outils no-code aident aussi. C'est-à-dire que si je te donne un bout de code que j'ai écrit, tu connais pas le langage. Tu le connais, peut-être que tu connais pas le framework que j'ai utilisé. Si tu le connais, peut-être que je l'ai fait d'une manière bizarre que tu vas pas comprendre. Alors que utiliser Integromat, alors on peut l'utiliser bizarrement, hein, certes, mais quand même t'as un certain cadre. Tout le monde va l'utiliser un petit peu pareil. Donc la rétro-ingénierie de comment t'as fait peut aider. C'est là où, tu vois, moi par contre, tu vois ce que tu disais sur les vidéos tout à l'heure, je suis assez d'accord. Nous, on a le même problème, hein, tu vois, moi j'ai fait plein de vidéos pour documenter nos process et franchement, elles sont plus à jour.
notamment parce que les outils évoluent et parce que la manière de faire évolue. Par contre, c'est là où je pense des petites vidéos qui expliquent comment t'as fait un truc à ta propre destination, il va t'aider un peu dans cette rétro-ingénierie et ça te prend pas forcément trop de temps. Parce que par contre, sur ces choses-là, le faire à l'écrit, mais c'est une galère sans nom, quoi. Tu vois, enfin, faire des captures d'écran, des machins, ça pour l'instant ça n'existe pas. Le bon outil qui documente des automatisations, des bases Airtable, des automatisations Integromat. Mais par contre, une petite vidéo, voilà, hop, ah bah tiens, là j'ai fait ça comme ça et tout, c'est un peu pour se donner des pistes. Ça peut te gagner un petit peu de temps la prochaine fois que. Mais bon, c'est une balance à trouver. Moi, c'est mon truc en tout cas. Non, mais ouais, c'est pas faux. Honnêtement, j'avais pas forcément pensé. Je vais carrément y penser. Mais par contre, sur Integromat, je l'ai fait pas assez. Mais il y a quand même la possibilité déjà de nommer ces modules. Bien sûr, ouais, c'est vrai. C'est déjà, enfin, ça, j'essaie de le faire quand même parce que c'est un peu la base. Et après, il y a la possibilité de mettre des notes. Et je pense que c'est un peu sous-estimé. Et c'est vrai que finalement, mettre une petite note quand tu crées ton petit truc, ça ne prend pas tant de temps que ça. Et voilà. C'est vrai, ouais. Non, mais t'as tout à fait raison. D'ailleurs, je parlais de vidéo, mais à mon avis, la première étape, le plus important, c'est ça. Pareil, les commentaires dans Airtable, je pense que c'est très très sous-utilisé. Tu veux dire sur les champs et tu peux mettre littéralement des commentaires partout, quoi. Sur les bases, sur les champs, sur les tables, sur les. Oui, pas les commentaires sur les enregistrements pour échanger avec les collaborateurs, mais plus pour dire ce champ-là, il sert à ça. Quand c'est nécessaire, tu vois, mais notamment pour les formules, des choses comme ça, je pense que ça c'est pas mal. Et dans Integromat aussi, ouais. Zapier est un petit peu plus faible là-dessus, mais le minimum dans Zapier pour moi, c'est de renommer les modules. Ça, très peu de gens le font. Alors qu'en fait, renommer les modules pour dire qu'est-ce qu'il fait, bah déjà, ça t'évite d'avoir à le déplier, parce que ça, c'est le truc un peu nul dans Zapier, de toutes ces étapes qui sont à l'intérieur d'un module. Mais ouais. Non, je te rejoins. Ouais, j'utilise un peu les descriptions, mais c'est vraiment pas pour des besoins techniques. Hein, c'est vraiment pour les utilisateurs, pour qu'effectivement, par exemple, il y a un champ formule qui sache à peu près de quoi il s'agit. Mais c'est vrai que pour des raisons techniques, j'utilise beaucoup moins. Ouais. Après, je pense qu'il faut quand même limiter un peu, parce que si tu mets des descriptions partout, ça devient illisible. Donc Ouais. Et puis si tu mets des descriptions partout, il faut les tenir à jour. C'est aussi toujours ce truc, en fait. T'as mis une description, tu changes ta formule, si tu mets pas à jour la description, enfin bref, bon, c'est un peu l'enfer, ces sujets, et en même temps, c'est un sujet très important, mais je pense que c'est à chacun un peu, suivant son contexte, de trouver son juste milieu. Ouais. Là, on parle de contexte aussi où vous n'êtes pas 10 à travailler sur les automatisations, quoi. Et c'est plus la relation avec le plus important, c'est l'utilisateur final, pas forcément celui qui fait les automatisations. Enfin, c'est un peu... C'est ça. Mais du coup, il y a le risque, pour le coup, on n'est pas 10, on est même 1, je suis tout seul, et il y a quand même le risque, si jamais demain, il y a quelqu'un qui doit prendre la main, ça risque d'être un peu plus compliqué pour lui, mais encore une fois, je disais, je pense que pour elle, ça va pas être... si t'étais plus là, c'est surtout ça, en fait. Quoi. Ouais, c'est un plus, y a un truc comme ça dans les startups, là, le buzz factor, un truc comme ça, genre si tu te fais écraser par un bus, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu glauque, mais c'est... c'est un peu glauque, ouais. Non, mais c'est un vrai sujet de, tu vois, est-ce que ton truc il survit? Enfin, bref. la petite touche glauque pour finir. Non, mais au-delà de ça, même, franchement, moi j'aime bien quand tu dis, tu vois, déjà, tu reprends un truc 3-4 mois plus tard, est-ce que tu vas être capable de le reprendre? Déjà juste avec d'avoir fait de la bonne manière, d'avoir un tout petit peu documenté. Enfin voilà, il y a plein d'échelles. Déjà savoir bien utiliser les outils et les utiliser de la bonne manière, ça aide aussi pas mal, quoi. Ouais, bah tu limites déjà les besoins de revenir dessus, quoi. Donc forcément. En plus, ouais. Bon bah écoute, super, c'était hyper intéressant. C'est quoi toi un peu le futur pour toi, les prochains projets, ce que tu vas faire? Bah écoute, alors du coup, ouais, moi j'étais salarié pour Connexio jusqu'à octobre. Je suis freelance depuis fin octobre l'année dernière, mais du coup je les accompagne encore beaucoup. On va recruter quelqu'un, peut-être un alternant. On aimerait bien en tout cas pour déjà avoir un peu plus de ressources sur ces sujets parce que ça prend d'ampleur. Et là j'arrive aux limites, quoi. C'est-à-dire que je suis arrivé à un point où je fais beaucoup plus de support utilisateur au quotidien et de maintenance que de nouvelles fonctionnalités. Et pourtant des besoins il y en a. Et donc voilà. Donc ça va aider. Et le but, je pense, c'est que cette personne prenne en main et que petit à petit je lui délègue le bébé, comme on dit.
Et moi, j'ai commencé un peu à travailler sur d'autres petites missions. Ce qui est très cool parce que du coup, dans le no-code, je connaissais ce que j'ai fait chez Connexio, mais c'est tout. Et donc là, je commence à travailler avec d'autres outils, d'autres problématiques, d'autres types d'activités. Donc j'apprends beaucoup et c'est stimulant. Ça me permet aussi de me maintenir à jour un peu sur pas mal de trucs, de me rechallenger sur des nouvelles problématiques, quoi. Donc voilà, et petit à petit, je vais continuer. Alors forcément, je suis toujours intéressé par le SS, les assos et tout ce secteur-là. Donc je vais un peu m'orienter là, mais je vais pas uniquement, parce que je pense que il y a plein de choses intéressantes qui se passent dans le monde marchand classique, je sais pas comment on veut le catégoriser, et ça m'intéresse tout autant. Donc c'est ça, notamment pour avoir des nouveaux challenges, etc. Il faut aussi un peu une diversité de clients. Ça, c'est un peu, quand on est consultant, je trouve que c'est un des trucs qui peut être chouette. Ouais. La diversité de clients t'amène une diversité de challenges qui font que tu deviens vraiment polyvalent et expert sur un sujet, pour maîtriser un outil, quoi. Tant qu'on t'a pas challengé à utiliser une certaine fonctionnalité d'un outil, et ça souvent c'est les clients qui te l'amènent, tu peux pas vraiment atteindre un niveau d'expertise suffisant, quoi. Ouais, exactement. Un petit exemple concret, nous on utilisait Twilio chez Connexio pour envoyer des SMS, mais du coup j'étais pas rentré vraiment dans la console Twilio faire des flows là avec leur solution, comment ça s'appelle, j'ai oublié, Twilio Studio. Je passais juste par Make avec les modules préconfigurés, et du coup là j'ai dû faire des trucs un peu plus poussés dans Twilio directement, et Twilio qui est un outil qui permet de gérer des SMS, même des coups de fil, etc. Enfin, c'est tout, faire des automatisations par rapport à ça. Et donc, du coup, j'ai créé un petit standard téléphonique dans Twilio Studio là, et donc hyper intéressant. Et j'ai même appris des trucs du coup que je vais pouvoir implémenter chez Connexio, donc c'est vraiment tout bénef, comme on disait. Super. Super, écoute, merci beaucoup. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre Ouais, je suis pas forcément très actif, mais plutôt LinkedIn. Voilà, je suis pas hyper contributeur pour l'instant, mais je suis pas mal de ce qui se passe dans la communauté. Ouais. Tu es sur le Slack de No-Code France, évidemment, donc je te pinguerai quand l'épisode sortira. Si les gens veulent te contacter. Ouais, avec plaisir. D'ailleurs, ça m'arrive pas mal. Il y a pas mal d'assos qui me contactent. Alors avec Sherit, justement d'assos qui vont être accompagnés, qui ont envie d'avoir un petit retour d'expérience sur ce type de projet, sur comment s'était passé l'accompagnement. Donc moi, je le fais toujours avec plaisir. Si jamais il y a des assos qui sont intéressés pour juste discuter de ce type de projet de manière générale, n'hésitez pas. Cool, tu fais bien de le préciser, puis on salue les gens de Sherit au passage aussi, parce qu'ils se sont pas mal mis au no-code aussi, ils se sont formés même chez eux avec nos formations et tout, donc on a pas mal échangé avec eux. C'est très intéressant ce qu'ils font, je pense. C'est hyper intéressant, et nous on est arrivé peut-être un peu trop tard, ils étaient pas encore trop au point sur le sujet no-code, mais un peu trop tôt peut-être, vous êtes arrivé un peu trop tôt justement. Un peu trop tôt, mais on a contribué du coup je pense à leur implication plus importante maintenant, et je suis ce qui se passe, et c'est cool. C'est cool, ils ont aussi compris le champ des possibles avec les outils no-code. Carrément, et du coup ils le partagent avec tous les gens qui s'accompagnent, ça c'est très important. Et merci beaucoup Guillaume, et puis à très bientôt. Merci à toi, salut. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je pense que vous avez senti que c'était encore l'occasion pour moi de vous rappeler vraiment tous les bienfaits des compétences un petit peu autour des process, autour de la cartographie, autour de la planification, toutes ces choses-là, un petit peu ce métier de consultant qui a plein de choses à partager avec les experts no-code. Et il y a des experts no-code évidemment qui viennent de là, comme vous l'avez constaté et comme je le dis fréquemment. C'est d'ailleurs aussi une très bonne transition vers notre formation au process que l'on a réalisé avec Xavier, dont j'ai déjà un petit peu parlé la semaine dernière, qui est en train d'être finalisé au moment où j'enregistre, qui va sortir très bientôt, en même temps que notre formation aux API, en même temps que notre formation à Make.
parce que, je vous le dévoile un petit peu en coulisses à la fin de ce podcast, parce que je sais qu'il n'y a que les plus fidèles d'entre vous qui écoutaient encore à ce moment-là de l'épisode. Et donc on va sortir toutes ces formations en même temps, à l'occasion d'un grand webinar, qui va être un grand moment à mon avis de no-code, autour de l'automatisation. Évidemment, vous avez compris que c'était bien ça le sujet, l'automatisation et puis l'organisation, l'outillage interne en général, bref, tout ce qu'on aime chez Contournement et ce à quoi on veut vous former, parce que vous le voyez, comme toujours, il y en a besoin. J'arrête là avec le petit instant promo, et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai un petit peu oublié ces dernières fois là d'ailleurs de vous annoncer quel serait l'invité de la semaine prochaine, j'avoue que j'oublie de temps en temps, mais là je peux vous le dire, la semaine prochaine on va parler Microsoft, on va parler low code, no code, Power Platform, Power Apps, Power tout ce que vous voulez, Power Automate, voilà, il y en a plein, et on va justement essayer un petit peu de détricoter ça, putain ce mot est super dur à dire, et avec Elliot, qui travaille chez Microsoft, qui est un expert, vous connaissez peut-être déjà sa chaîne YouTube. Donc voilà, on va parler de tout ça ensemble, faire un bon point, une bonne synthèse, bien comprendre comment Microsoft se positionne sur le no-code, sur le low-code. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, no-codez bien, abonnez-vous à ce podcast, pourquoi pas, j'incite pas assez les gens à le faire, mais vous devriez, parce qu'il y a plein encore de bonnes choses à venir dans les semaines, les mois à venir, évidemment, donc autant s'abonner, puis il y a tout un catalogue. Et puis voilà, à bientôt, ciao.